Imaginez deux personnes qui s'assoient à la même table pour dîner. La première commande un énorme steak, convaincue que la viande est la clé d'une santé parfaite. La seconde refuse tout aliment d'origine animale, persuadée que les plantes détiennent toutes les réponses. Depuis des années, ces deux visions semblent s'opposer sans jamais trouver de terrain d'entente. Les réseaux sociaux regorgent de débats passionnés. Les livres promettent chacun la méthode ultime. Chaque nouveau régime prétend avoir enfin découvert la vérité que tous les autres auraient ignorée. Mais si cette opposition reposait sur une mauvaise question depuis le début? Et si la meilleure façon de manger n'exigeait pas de choisir un camp? C'est précisément l'idée derrière un mode d'alimentation dont on parle de plus en plus dans le monde scientifique. Le régime flexitarien. À première vue, le concept paraît presque trop simple. Il ne demande pas d'abandonner complètement la viande, il n'oblige pas non plus à en manger tous les jours. Il ne classe pas les aliments comme étant totalement bons ou totalement mauvais. Au contraire, il mise sur la flexibilité. Pendant longtemps, cette approche a été perçue comme un compromis. Certains la jugeaient même trop vague pour être réellement efficace. Pourtant, au fil des années, quelque chose d'étonnant s'est produit. Des chercheurs ont commencé à observer les habitudes alimentaires de centaines de milliers de personnes réparties dans différents pays. Et un schéma revenait sans cesse. Les individus qui mangeaient principalement des aliments végétaux, tout en conservant occasionnellement des produits animaux de qualité, présentaient souvent un meilleur état de santé global que ceux qui suivaient des habitudes alimentaires beaucoup plus extrêmes. Ce constat a suscité une question fascinante. Pourquoi un régime moins strict pourrait-il parfois produire de meilleurs résultats qu'un régime parfaitement discipliné? La réponse commence par une réalité biologique que nous oublions beaucoup trop souvent. Le corps humain n'a jamais évolué dans un environnement où les aliments étaient identiques chaque jour. Pendant des centaines de milliers d'années, nos ancêtres mangeaient ce que leur environnement leur permettait de trouver. Certaines périodes étaient riches en fruits, d'autres en graines, parfois en tubercules, parfois en poissons, parfois presque exclusivement en végétaux. Notre organisme s'est donc construit pour s'adapter à une grande variété d'aliments plutôt qu'à une seule manière de manger. Cette capacité porte un nom que l'on entend rarement, la flexibilité métabolique. La flexibilité métabolique représente l'aptitude du corps à utiliser efficacement différentes sources d'énergie selon les circonstances. Un organisme flexible peut passer plus facilement d'un carburant à l'autre. Il sait gérer les glucides, il sait utiliser les lipides, il sait s'adapter lorsque les repas changent. Cette adaptabilité est l'une des grandes forces de la physiologie humaine. Mais aujourd'hui, beaucoup d'alimentations modernes vont dans la direction opposée. Certaines deviennent extrêmement riches en protéines animales. D'autres éliminent presque totalement les produits animaux. Encore d'autres reposent principalement sur des aliments ultra transformés qui n'ont pratiquement aucun équivalent dans l'histoire de notre évolution. Le régime flexitarien propose une autre voie. Il ne cherche pas à éliminer un groupe alimentaire entier. Il cherche plutôt à augmenter progressivement la qualité globale de ce qui arrive dans l'assiette. Concrètement, cela signifie que les légumes, les fruits, les légumineuses, les céréales complètes, les noix et les graines occupent la plupart des repas. La viande, le poisson, les œufs ou les produits laitiers restent présents, mais en quantité généralement plus modeste et souvent moins fréquente. Cette différence paraît minime. Pourtant, elle pourrait entraîner une véritable cascade de changements biologiques. Car notre organisme ne réagit pas uniquement à un aliment pris isolément. Il répond surtout à l'ensemble des signaux reçus jour après jour. Chaque repas influence centaines de mécanismes simultanément. Le niveau de sucre dans le sang, la sécrétion d'insuline, la production d'hormones digestives, l'activité du système immunitaire, le fonctionnement du foie, le métabolisme des lipides, et même la communication entre les intestins et le cerveau. Autrement dit, chaque bouchée participe à une conversation permanente entre notre alimentation et notre biologie. C'est ici qu'apparaît l'une des plus grandes erreurs de perception. Lorsque nous parlons d'un régime alimentaire, nous imaginons souvent une simple liste d'aliments autorisés ou interdits. Mais le corps ne fonctionne pas de cette manière. Il ne lit pas les étiquettes. Il ne connaît pas les noms des régimes. Il répond uniquement aux nutriments, aux fibres, aux vitamines, aux minéraux, aux acides gras, aux protéines, aux composés végétaux et aux milliers de molécules qui arrivent dans le système digestif. Deux personnes peuvent d'ailleurs prétendre suivre exactement le même régime tout en obtenant des résultats complètement différents. Pourquoi? Parce que la qualité des aliments, leur diversité, leur préparation, leur fréquence de consommation, leur mode de vie, leur sommeil, leur activité physique et même leur microbiote intestinal influencent profondément la manière dont leur organisme réagit. C'est justement cette diversité qui attire aujourd'hui l'attention des chercheurs.
Car les plantes ne se contentent pas d'apporter des vitamines. Elles renferment des milliers de composés bioactifs que la science continue encore de découvrir. Polyphénols, flavonoïdes, caroténoïdes, glucosinolates, fibres fermensibles. Chaque famille végétale possède sa propre signature chimique, et chacune semble communiquer avec notre organisme d'une manière différente. Plus étonnant encore, certaines de ces molécules n'agissent même pas directement sur nos cellules. Elles nourrissent d'abord des milliards de micro-organismes vivant dans notre intestin. Ces habitants invisibles forment un véritable écosystème. Pendant longtemps, ils sont restés pratiquement inconnus. Aujourd'hui, ils sont considérés comme l'un des domaines les plus fascinants de la recherche médicale moderne, car il devient de plus en plus clair que ce que nous mangeons influence autant ces micro-organismes que ces micro-organismes influencent ensuite notre santé. Et c'est précisément ici que le régime flexitarien pourrait exercer une partie de ses effets les plus surprenants. Car en augmentant progressivement la diversité des végétaux consommés, quelque chose commence à changer, au plus profond de notre tube digestif. Un changement silencieux, invisible, mais potentiellement capable d'influencer presque tous les organes du corps. La question est donc, que se passe-t-il réellement à l'intérieur de votre organisme lorsque les plantes deviennent progressivement les principales invitées de votre assiette ? La réponse commence dans un endroit que la plupart des gens n'imaginent même pas. Un véritable univers vivant qui abrite des dizaines de milliers de trillions de micro-organismes, tous en train de réagir au moindre changement de votre alimentation. Imaginez que votre système digestif ressemble à une immense forêt tropicale. À première vue, tout semble calme. Pourtant, sous cette apparente tranquillité, des milliards d'organismes travaillent sans interruption. Ils communiquent, ils coopèrent, ils se concurrencent, ils fabriquent des molécules, ils transforment les aliments que vous mangez et ils influencent votre santé d'une manière que la science commence seulement à comprendre. Cet univers invisible porte un nom, le microbiote intestinal. Pendant longtemps, on pensait que ces bactéries servaient simplement à faciliter la digestion. Aujourd'hui, cette vision paraît incroyablement réductrice. Les chercheurs savent désormais que le microbiote participe à des fonctions aussi diverses que la régulation du système immunitaire, la production de certaines vitamines, le métabolisme énergétique, la protection contre certains agents pathogènes, la communication avec le cerveau et même le contrôle de l'inflammation. Autrement dit, lorsque vous nourrissez votre microbiote, vous ne nourrissez pas uniquement des bactéries. Vous influencez tout un réseau biologique qui dialogue avec pratiquement chaque organe de votre corps. Mais voici le plus surprenant. Ces milliards de micro-organismes ne mangent pas la même chose que vous. Lorsque vous consommez une viande, votre organisme absorbe rapidement une grande partie des protéines et des lipides dans l'intestin grêle. En revanche, lorsqu'un repas est riche en fibres végétales, une grande partie de ces fibres poursuit son voyage jusqu'au côlon. Et c'est là que tout commence réellement. Pour les bactéries intestinales, ces fibres représentent une véritable source d'énergie. Elles les décomposent lentement grâce à un processus appelé fermentation. Contrairement au mot fermentation, qui évoque souvent les aliments ou les boissons, cette réaction est parfaitement naturelle. Elle se déroule chaque jour dans votre organisme, et elle produit des molécules extraordinairement importantes. Parmi elles figurent les acides gras à chaîne courte, le butyrate, l'acétate, le propionate. Ces noms peuvent sembler techniques, pourtant ils jouent un rôle essentiel dans votre santé. Le butyrate, par exemple, constitue la principale source d'énergie des cellules qui tapissent le côlon. Imaginez les parois de votre intestin comme les murs d'une immense forteresse. Ces cellules forment une barrière qui décide en permanence ce qui peut entrer dans votre organisme et ce qui doit rester à l'extérieur. Pour remplir correctement cette mission, elles ont besoin d'énergie. Et cette énergie provient en grande partie des molécules fabriquées par les bactéries lorsqu'elles s'y fermentent les fibres alimentaires. Autrement dit, une partie de votre alimentation nourrit d'abord votre microbiote, qui nourrit ensuite vos propres cellules. C'est une collaboration remarquable. Mais ce n'est qu'une petite partie de l'histoire. Les acides gras à chaîne courte semblent également participer à la régulation de l'inflammation. Ils influencent certaines cellules immunitaires, ils interviennent dans le métabolisme du glucose, ils pourraient contribuer à améliorer la sensibilité à l'insuline, et plusieurs recherches suggèrent qu'ils participent également à la communication entre l'intestin et le cerveau. Tout cela à partir d'un seul repas riche en végétaux. C'est précisément pour cette raison que le régime flexitérien attire autant l'attention.
Son objectif principal n'est pas uniquement de réduire la viande, il consiste surtout à augmenter la diversité végétale. Et cette nuance est fondamentale, car toutes les plantes n'apportent pas les mêmes fibres. Les lentilles nourrissent certaines espèces bactériennes, les pois chiches en favorisent d'autres, les haricots, les noix, les graines, les légumes verts, les champignons, les fruits rouges ou les céréales complètes possèdent chacun leur propre profil nutritionnel. Pour le microbiote, cette diversité ressemble à un immense buffet. Plus les aliments sont variés, plus différentes espèces bactériennes peuvent prospérer. Or, les chercheurs observent depuis plusieurs années qu'un microbiote diversifié est généralement associé à une meilleure santé métabolique. À l'inverse, une alimentation répétitive et pauvre en végétaux tend souvent à réduire cette diversité. Cela ne signifie pas qu'un seul repas puisse transformer votre microbiote du jour au lendemain. Mais ces premières adaptations commencent plus rapidement que beaucoup ne l'imaginent. Certaines études montrent que la composition du microbiote peut déjà évoluer après seulement quelques jours de modifications alimentaires. Bien sûr, ces premières adaptations restent limitées. Pour obtenir des changements durables, il faut généralement maintenir de nouvelles habitudes sur le long terme. Mais cette capacité d'adaptation en elle-même est fascinante. Votre organisme réagit continuellement à ce que vous mangez. Chaque repas envoie un nouveau message biologique. Chaque journée construit progressivement un environnement différent à l'intérieur de votre intestin. Et ce dialogue permanent ne concerne pas seulement les bactéries. Votre cerveau participe également à cette conversation. Depuis plusieurs années, les chercheurs parlent de l'axe intestin-cerveau. Il s'agit d'un système de communication bidirectionnel. Le cerveau influence le fonctionnement digestif, mais l'intestin envoie également innombrables informations vers le cerveau. Cette communication passe par des hormones, des molécules immunitaires, des métabolites produits par les bactéries et par le nerf vague, véritable autoroute biologique reliant les deux organes. Cela explique pourquoi le stress peut perturber la digestion, mais cela suggère également que l'état du microbiote pourrait influencer certains aspects du bien-être, de l'humeur ou des fonctions cognitives. Les chercheurs poursuivent activement leurs travaux dans ce domaine. Beaucoup de mécanismes restent encore à confirmer. Cependant, une chose apparaît déjà claire. Notre intestin n'est pas simplement un tuyau chargé de faire passer les aliments. C'est un organe d'une complexité extraordinaire. Chaque repas devient alors bien plus qu'un simple apport calorique. Il représente un signal biologique, une information, une instruction envoyée à des milliards de cellules et de micro-organismes. Et c'est peut-être là que réside la plus grande force du régime flexitérien. En lieu de chercher un aliment miracle, il augmente progressivement le nombre de signaux bénéfiques reçus par l'organisme. Plus de fibres, plus de légumineuses, plus de fruits, plus de légumes, plus de graines, plus de noix, plus de composés végétaux différents, sans forcément supprimer complètement les aliments d'origine animale. Mais si ces changements commencent dans l'intestin, leurs effets ne s'arrêtent certainement pas là. Car quelques semaines plus tard, ce sont souvent d'autres organes qui commencent à montrer des différences. Le cœur, les vaisseaux sanguins, le foie, le pancréas et même les cellules responsables du contrôle de votre glycémie. Comment une simple modification de l'assiette peut-elle influencer autant de systèmes à la fois? Imaginez deux villes. Dans la première, les routes sont fluides. La circulation est régulière, les livraisons arrivent à temps. Les infrastructures sont bien entretenues. Dans la seconde, les embouteillages sont permanents. Les routes commencent à se détériorer. Les réparations deviennent de plus en plus fréquentes. Petit à petit, tout le système perd en efficacité. Votre organisme fonctionne d'une manière étonnamment similaire. Le sang représente son immense réseau de transport. Chaque seconde, il livre de l'oxygène, des nutriments, des hormones et des molécules indispensables à près de 40 000 milliards de cellules. Mais pour que cette circulation reste efficace, plusieurs systèmes doivent travailler en parfaite harmonie. Les vaisseaux sanguins, le cœur, le foie, le pancréas, les reins et même les cellules immunitaires. Pendant longtemps, les chercheurs ont étudié chacun de ces organes séparément. Aujourd'hui, ils comprennent de mieux en mieux qu'ils communiquent constamment entre eux. Lorsqu'un seul de ces systèmes commence à dysfonctionner, les autres finissent par affecter. C'est précisément ici que l'alimentation peut jouer un rôle majeur, non pas parce qu'un aliment possède des pouvoirs extraordinaires, mais parce que les habitudes alimentaires influencent en permanence le fonctionnement de ces réseaux biologiques. Prenons d'abord le cas des vaisseaux sanguins.
Contrairement à ce que l'on imagine souvent, ils ne sont pas de simples tuyaux. Leur paroi interne est recouverte d'une couche extrêmement fine, appelée endothélium. Cette couche agit comme un véritable centre de contrôle. Elle décide quand un vaisseau doit se dilater, quand il doit se contracter, comment réguler la pression artérielle, comment empêcher la formation de caillots inutiles et comment contrôler les échanges entre le sang et les tissus. Lorsque cet endothélium fonctionne correctement, la circulation reste souple et efficace. Mais différents facteurs peuvent progressivement perturber cet équilibre. Le tabagisme, le manque d'activité physique, le stress chronique, certaines maladies et une alimentation pauvre en aliments végétaux et riche en produits ultra transformés. À l'inverse, plusieurs recherches suggèrent qu'une alimentation riche en légumes, fruits, légumineuses, céréales complètes et fruits à coque favorise un meilleur fonctionnement de cette couche protectrice. Pourquoi ? Parce que ces aliments apportent bien davantage que des vitamines. Ils contiennent des nitrates naturels, des polyphénols, des flavonoïdes, du potassium, du magnésium et de nombreuses autres molécules qui semblent participer au maintien d'une bonne fonction vasculaire. Certaines contribuent notamment à la production d'oxyde nitrique. Cette molécule joue un rôle essentiel. Elle aide les vaisseaux sanguins à se détendre lorsque cela est nécessaire. Elle améliore la circulation, elle facilite l'apport d'oxygène aux tissus. Ce mécanisme est tellement important que plusieurs découvertes sur l'oxyde nitrique ont été récompensées par un prix Nobel. Mais le cœur n'est pas le seul concerné. Le pancréas participe lui aussi à cette grande conversation biologique. Chaque fois que vous mangez, votre glycémie augmente. C'est parfaitement normal. En réponse, le pancréas libère de l'insuline. Cette hormone agit comme une clé. Elle permet au glucose de pénétrer dans les cellules afin d'être utilisé comme source d'énergie. Le problème n'est donc pas que l'insuline existe. Au contraire, sans elle, la vie serait impossible. Le véritable enjeu réside dans la manière dont les cellules répondent à cette hormone. Lorsque les cellules deviennent moins sensibles à l'insuline, le pancréas doit produire davantage d'hormones pour obtenir le même résultat. Ce phénomène porte le nom de résistance à l'insuline. Il peut s'installer progressivement, parfois pendant de nombreuses années, sans provoquer de symptômes évidents. C'est pourquoi il passe souvent inaperçu. De nombreuses recherches montrent qu'une alimentation riche en fibres alimentaires est associée à une meilleure régulation de la glycémie. Pourquoi ? Les fibres ralentissent la digestion de certains glucides. Le glucose arrive alors plus progressivement dans la circulation sanguine. Les variations deviennent moins brutales. Le pancréas travaille dans des conditions plus stables. De plus, les fibres augmentent souvent la sensation de satiété. Elles peuvent aider certaines personnes à mieux contrôler leurs apports énergétiques sans avoir l'impression de suivre un régime particulièrement restrictif. Mais ce n'est pas tout. Nous retrouvons encore une fois notre microbiote intestinal. Les acides gras à chaîne courte produits lors de la fermentation des fibres semblent également participer à l'amélioration de la sensibilité à l'insuline. Autrement dit, les bactéries intestinales ne se contentent pas d'aider la digestion. Elles pourraient également influencer la manière dont votre organisme gère le sucre. Cette interaction est fascinante. Elle montre à quel point les systèmes biologiques sont interconnectés. Puis vient un autre sujet souvent mal compris, l'inflammation. Lorsque beaucoup de personnes entendent ce mot, elles imaginent immédiatement une blessure, une enqueuille s'enfler, une coupure, une infection. Pourtant, il existe aussi une inflammation beaucoup plus discrète, une inflammation de faible intensité. Elle ne provoque généralement ni douleur ni rougeur visible, mais elle mobilise constamment le système immunitaire. Cette activation prolongée est aujourd'hui étudiée dans de nombreuses maladies chroniques liées au vieillissement. Attention toutefois, l'inflammation n'est pas une ennemie, elle est indispensable. Sans inflammation, une plaie ne cicatriserait pas, une infection ne pourrait pas être combattue. Le problème apparaît lorsque cette réponse reste activée plus longtemps que nécessaire. C'est précisément ici que la qualité globale de l'alimentation semble avoir son importance. Les régimes riches en végétaux fournissent une grande variété de composés antioxydants et anti-inflammatoires potentiels. Ils apportent également davantage de fibres, qui favorisent un microbiote diversifié. En parallèle, ils remplacent souvent une partie des aliments ultra-transformés, fréquemment pauvres en fibres et très riches en sucres ajoutés, en sel ou en graisses de faible qualité nutritionnelle. Ce n'est donc pas un seul aliment qui produit un effet extraordinaire, c'est l'ensemble du modèle alimentaire. Voilà une différence essentielle. Le régime flexitarien n'agit pas comme un médicament.
Il ne déclenche pas un interrupteur qui transforme instantanément votre organisme. Il modifie progressivement l'environnement biologique dans lequel vos cellules évoluent chaque jour, petit à petit, repas après repas, semaine après semaine. C'est souvent cette accumulation de petits changements qui finit par produire les effets les plus durables. Mais une objection revient presque toujours lorsque l'on parle de réduire la consommation de viande. Une question qui inquiète autant les sportifs que les personnes âgées. Si l'on mange moins de viande, comment préserver sa masse musculaire ? Peut-on réellement couvrir tous ses besoins en protéines ? Ou existe-t-il un risque caché que beaucoup ignorent ? La réponse est bien plus nuancée qu'on ne le pense, et elle pourrait remettre en question certaines idées reçues sur les protéines que beaucoup considèrent comme des vérités absolues. Pendant des décennies, une idée s'est imposée comme une évidence. Pour être fort, il faut manger beaucoup de viande. Cette croyance est tellement répandue qu'elle influence encore aujourd'hui les choix alimentaires de millions de personnes. Dans de nombreuses cultures, la viande est devenue le symbole de la force. Elle évoque les muscles, l'énergie, la performance, la récupération. À l'inverse, réduire sa consommation de viande est parfois perçu comme un risque de perdre du muscle, de manquer de protéines, de devenir plus faible avec le temps. Mais la biologie est-elle réellement aussi simple ? La réponse commence par une distinction essentielle. Les protéines ne sont pas des blocs uniques. Elles sont construites à partir de petites molécules appelées acides aminés. Imaginez un immense jeu de construction. Chaque protéine représente un bâtiment différent. Les acides aminés sont les briques qui permettent de les assembler. Votre organisme utilise ces briques pour fabriquer des enzymes, des hormones, des anticorps, des tissus, des organes et bien sûr des fibres musculaires. Parmi les 20 principaux acides aminés utilisés par le corps humain, 9 sont qualifiés d'essentiels. Pourquoi essentiels ? Parce que notre organisme ne peut pas les fabriquer lui-même. Ils doivent obligatoirement provenir de l'alimentation. C'est précisément ici que naît une grande partie du débat. Les protéines animales contiennent généralement tous les acides aminés essentiels dans des proportions particulièrement favorables. Les protéines végétales, elles, présentent souvent des profils différents selon les aliments. Pendant longtemps, cette différence a conduit à une conclusion simpliste. Les protéines animales seraient supérieures, les protéines végétales seraient insuffisantes. Aujourd'hui, les chercheurs adoptent une vision beaucoup plus nuancée. Ce qui compte le plus n'est pas seulement l'origine des protéines, c'est la quantité totale consommée, la diversité des sources, la répartition au cours de la journée et les besoins propres à chaque individu. Prenons un exemple. Les lentilles contiennent des protéines, les pois chiches également, les haricots, le soja, le tofu, le tempeh, les noix, les graines, les céréales complètes. Tous apportent des protéines. Certaines sont plus riches en lysine, d'autres en méthionine. Lorsqu'elles sont consommées dans le cadre d'une alimentation variée, elles se complètent naturellement. Autrement dit, le corps ne regarde pas si une protéine provient d'un pois chiche ou d'un morceau de poisson. Il récupère les acides aminés disponibles pour construire ce dont il a besoin. C'est l'ensemble du régime alimentaire qui fait la différence. Et c'est précisément là que le régime flexitarien possède un avantage intéressant. Contrairement à une alimentation strictement végétalienne, il conserve ponctuellement des aliments d'origine animale. Quelques œufs, du poisson, des produits laitiers ou une portion de viande de temps en temps. Ces aliments viennent compléter une alimentation déjà riche en protéines végétales. Résultat, il devient souvent plus facile d'atteindre les apports protéiques recommandés sans dépendre exclusivement d'une seule catégorie d'aliments. Mais les protéines ne servent pas uniquement à construire les muscles. Chaque jour, notre organisme renouvelle en permanence une partie de ses tissus. Des protéines sont dégradées, d'autres sont fabriquées. Ce processus porte le nom de renouvellement protéique. Il ne s'arrête pas. Même lorsque vous dormez, même lorsque vous êtes immobile, votre corps reconstruit continuellement une partie de lui-même. Chez un adulte jeune en bonne santé, cet équilibre est généralement bien maintenu. Avec l'âge, en revanche, la situation évolue. Les muscles répondent parfois moins efficacement aux protéines alimentaires. Les chercheurs parlent alors de résistance anabolique.
Cela signifie que les muscles ont besoin d'un signal plus fort pour déclencher efficacement leur reconstruction. C'est pourquoi les besoins en protéines deviennent particulièrement importants chez les personnes âgées. Mais là encore, une idée reçue mérite d'être corrigée. Augmenter énormément la consommation de viande n'est pas forcément la seule réponse. La qualité globale de l'alimentation reste essentielle. L'activité physique joue un rôle tout aussi déterminant. En particulier les exercices de résistance comme la musculation ou les exercices utilisant le poids du corps. Lorsque les muscles sont sollicités régulièrement, ils utilisent beaucoup plus efficacement les protéines disponibles. Autrement dit, alimentation et activité physique travaillent ensemble. L'une ne remplace jamais complètement l'autre. Un autre sujet revient souvent. Les sportifs peuvent-ils adopter un régime flexitarien ? La réponse dépend évidemment du sport pratiqué, de l'intensité de l'entraînement et des besoins individuels. Cependant, de nombreux athlètes de haut niveau utilisent aujourd'hui une approche flexitarienne. Ils privilégient largement les aliments végétaux. Ils augmentent leur consommation de légumineuses, de céréales complètes, de fruits, de légumes, tout en conservant certaines sources animales lorsqu'elles facilitent la couverture de leurs besoins nutritionnels. Cette approche leur permet souvent d'obtenir une alimentation riche en glucides complexes, en fibres, en micronutriments et en protéines de qualité. Encore une fois, il ne s'agit pas de rechercher la perfection, mais de construire une alimentation équilibrée et durable. Cette notion de durabilité est d'ailleurs essentielle, car un régime parfait sur papier n'a que très peu d'intérêt s'il devient impossible à suivre après quelques semaines. C'est l'une des grandes difficultés des régimes extrêmement restrictifs. Ils demandent souvent une discipline constante. La moindre entorse est vécue comme un échec. À l'inverse, le régime flexitarien autorise une certaine flexibilité. Cette flexibilité réduit souvent la frustration. Elle facilite l'adhésion sur plusieurs années. Or, en nutrition, les bénéfices n'apparaissent rarement après quelques jours. Ils résultent surtout de milliers de repas accumulés au fil du temps. Mais une autre question demeure. Même si l'on peut préserver sa masse musculaire, même si le cœur semble s'en bénéficier, même si le microbiote devient plus diversifié, que disent réellement les études lorsqu'elles suivent des populations pendant 20 ou 30 ans ? Les personnes qui adoptent une alimentation majoritairement végétale vivent-elles réellement plus longtemps ? Ou cette réputation repose-t-elle sur une simple coïncidence ? Les réponses que les chercheurs ont découvertes sont bien plus fascinantes et parfois beaucoup plus prudentes que ce que laissent croire les titres spectaculaires que l'on voit circuler sur Internet. Depuis toujours, l'être humain cherche une réponse à une question universelle. Existe-t-il une manière de vivre plus longtemps tout en restant en bonne santé? Pendant des siècles, les réponses relevaient surtout des croyances, des traditions ou de l'observation. Aujourd'hui, la science dispose d'un avantage considérable. Elle peut suivre des centaines de milliers de personnes pendant plusieurs décennies. Elle peut comparer leurs habitudes alimentaires, leur mode de vie, leurs maladies et leur espérance de vie. Ces recherches ne permettent pas de prouver qu'un aliment, à lui seul, prolonge la vie. En revanche, elles révèlent des tendances remarquablement cohérentes. Parmi ces tendances, une revient avec une étonnante régularité. Les personnes dont l'alimentation est majoritairement composée d'aliments végétaux peu transformés présentent souvent un risque plus faible de développer plusieurs maladies chroniques. Pourquoi ce résultat apparaît-il dans des populations aussi différentes? La réponse semble résider dans un phénomène que les chercheurs appellent parfois les effets cumulés. Imaginez que votre santé ressemble à un immense compte bancaire. Chaque bonne habitude représente un petit dépôt. Chaque mauvaise habitude constitue un petit retrait. Un seul repas ne change presque rien. Une seule promenade ne transforme pas votre avenir. Une seule mauvaise nuit non plus. Mais lorsque ces petits choix s'accumulent pendant 10, 20 ou 30 ans, leur impact devient considérable. L'alimentation fonctionne exactement de cette manière. Chaque repas est une petite décision. Et ces milliers de décisions finissent par chapeauter l'environnement biologique dans lequel vos cellules évoluent. L'un des meilleurs exemples provient de certaines régions du monde où les habitants vivent exceptionnellement longtemps tout en conservant une bonne autonomie. Les chercheurs se sont longtemps demandé quel pouvait être leur secret. Était-ce un aliment particulier, une plante rare, une recette ancestrale?
Au fil des recherches, la réponse est apparue beaucoup plus simple, mais aussi beaucoup plus complexe. Ces populations ne partageaient pas toutes les mêmes aliments. Certaines consommaient davantage de poissons, d'autres presque exclusivement des végétaux. Certaines consommaient un peu de fromage, d'autres très peu. En revanche, plusieurs caractéristiques revenaient régulièrement. Une forte consommation de légumes, des légumineuses, des céréales peu raffinées, des fruits, des noix, peu d'aliments ultra transformés, une activité physique quotidienne, un sommeil relativement régulier, des liens sociaux solides et une alimentation agréable à suivre sur le long terme. Autrement dit, aucun aliment miracle n'expliquait à lui seul leur longévité. C'était l'ensemble du mode de vie qui semblait créer un environnement favorable au vieillissement en bonne santé. Cette distinction est essentielle, car notre cerveau adore les explications simples. Nous aimerions pouvoir identifier un seul super-aliment capable de résoudre tous les problèmes. La réalité biologique est beaucoup plus subtile. Notre organisme répond davantage aux habitudes répétées qu'aux exceptions. Le régime flexitarien s'inscrit précisément dans cette logique. Il ne promet pas de vivre 100 ans. Il propose simplement un modèle alimentaire qui facilite l'adoption durable de nombreuses habitudes associées à une meilleure santé. Et cette durabilité pourrait être son véritable point fort. Prenons maintenant un autre aspect du vieillissement. Nos cellules subissent continuellement des agressions, l'exposition aux rayons ultraviolets, la pollution, le stress, le métabolisme normal. Toutes ces activités produisent des molécules très réactives appelées radicaux libres. Contrairement à ce que l'on entend parfois, ces molécules ne sont pas systématiquement mauvaises. Elles remplissent également plusieurs fonctions importantes. Le problème apparaît lorsqu'elles sont produites en excès ou lorsque les systèmes de défense deviennent moins efficaces. C'est ici qu'interviennent les composés antioxydants naturellement présents dans de nombreux végétaux. Les vitamines C et E sont bien connues, mais elles ne représentent qu'une infime partie des milliers de molécules végétales étudiées aujourd'hui. Les polyphénols, les anthocyanes, les flavonoïdes, les caroténoïdes, les isoflavones et bien d'autres encore. Ces substances semblent participer à la protection des cellules contre différents types de stress biologiques. Plus intéressant encore, certaines ne se contentent pas de neutraliser directement certaines molécules réactives, elles semblent également stimuler les propres systèmes de défense de notre organisme. Autrement dit, elles encouragent parfois les cellules à mieux se protéger elles-mêmes. Cette capacité intéresse énormément les chercheurs spécialisés dans le vieillissement. Mais les bénéfices potentiels du régime flexitarien ne concernent pas uniquement le cœur ou les cellules. Le cerveau attire également une attention croissante. Pendant longtemps, on a considéré le cerveau comme un organe relativement isolé. Aujourd'hui, cette vision a profondément changé. Le cerveau dépend en permanence de la qualité de la circulation sanguine, de l'équilibre métabolique, du sommeil, de l'activité physique, du microbiote intestinal et bien sûr de l'alimentation. Les fruits, les légumes, les noix, les graines, les poissons riches en oméga 3 lorsqu'ils sont consommés, ainsi que d'autres aliments peu transformés, apportent une grande diversité de nutriments impliqués dans le fonctionnement normal du système nerveux. Les chercheurs poursuivent leurs recherches afin de mieux comprendre comment les habitudes alimentaires influencent les capacités cognitives au fil des décennies. Les résultats restent parfois complexes, mais une tendance se dessine. Le cerveau semble apprécier la stabilité. Il fonctionne généralement mieux lorsque la glycémie reste relativement équilibrée, que l'inflammation est bien régulée et que l'ensemble du système cardiovasculaire demeure en bonne santé. Or, c'est précisément ces mécanismes que le régime flexitarien cherche indirectement à favoriser. Cependant, il serait trompeur de présenter cette alimentation comme parfaite. Aucun modèle alimentaire ne l'est. Chaque approche possède des avantages, mais aussi des limites. Réduire les produits animaux sans réfléchir peut parfois entraîner certains déséquilibres nutritionnels. Certaines personnes ont également des besoins très particuliers. Les enfants, les femmes enceintes, les adultes âgés, les sportifs de haut niveau, les individus souffrant de certaines maladies. Tous ne suivent pas exactement les mêmes règles. Alors, comment profiter des bénéfices potentiels d'une alimentation flexitarienne sans tomber dans les pièges les plus fréquents ? Et quelles sont les erreurs que beaucoup commettent en pensant pourtant manger plus sainement? À ce stade, le régime flexitarien peut sembler presque idéal. Il favorise une alimentation riche en végétaux, il conserve une certaine liberté,
Il s'appuie sur des aliments peu transformés et il est associé dans de nombreuses études à plusieurs indicateurs de bonne santé. Alors, pourquoi tout le monde ne l'adopte-t-il pas? Parce qu'en nutrition, une excellente idée peut produire des résultats très différents selon la manière dont elle est appliquée. Le mot flexitarien est parfois mal interprété. Certaines personnes pensent qu'il suffit de manger un peu moins de viande pour devenir automatiquement plus sain. Mais si la viande est simplement remplacée par davantage de biscuits, de chips, de boissons sucrées ou de plats ultra transformés, les bénéfices attendus risquent de ne jamais apparaître. En réalité, le cœur du régime flexitarien n'est pas l'absence de viande, c'est la présence massive d'aliments végétaux de qualité. Cette nuance change tout. Imaginez 2 assiettes. Dans la première, une petite portion de poisson accompagne de légumes variés, de lentilles, des noix et une céréale complète. Dans la seconde, un steak est simplement remplacé par des frites, du pain blanc et un dessert très sucré. Les 2 repas contiennent moins de viande. Pourtant, leurs effets biologiques sont probablement très différents. Le corps ne récompense pas automatiquement la réduction d'un aliment. Il répond surtout à ce qui prend sa place. C'est pourquoi les chercheurs insistent de plus en plus sur la notion de qualité alimentaire. Les végétaux ne sont pas tous équivalents. Des haricots rouges n'agissent pas comme une boisson sucrée. Des fruits frais n'ont pas les mêmes effets qu'un dessert riche en sucres ajoutés. Des céréales complètes se comportent différemment de céréales fortement raffinées. Le véritable objectif consiste donc à enrichir progressivement l'alimentation et non simplement à retirer certains aliments. Une autre erreur fréquente concerne les protéines. Certaines personnes diminuent fortement leur consommation de viande sans augmenter les autres sources protéiques. Au début, elles ne remarquent souvent aucune différence. Mais avec le temps, surtout chez les personnes âgées ou très actives, les besoins peuvent devenir plus difficiles à couvrir. Heureusement, les solutions sont nombreuses. Les lentilles, les pois chiches, les haricots, le soja, le tofu, le tempeh, les produits laitiers lorsqu'ils sont consommés, les œufs, le poisson, les noix, les graines, tous peuvent participer à un apport protéique équilibré lorsqu'ils sont intégrés intelligemment dans l'alimentation. Il en va de même pour certains micronutriments. Par exemple, la vitamine B12 est naturellement présente presque exclusivement dans les aliments d'origine animale. Comme le régime flexitarien conserve généralement une consommation occasionnelle de ces aliments, ce risque reste souvent limité. En revanche, une réduction très importante des produits animaux nécessite davantage de vigilance. Le fer est un autre exemple intéressant. Le fer existe sous différentes formes. Celui provenant des végétaux est généralement absorbé moins efficacement. Mais cette absorption peut être améliorée lorsque le repas contient également une source de vitamine C. Un simple poivron, des agrumes, des fraises ou un kiwi consommé au même repas peuvent favoriser cette absorption. C'est un excellent exemple de la manière dont les aliments interagissent entre eux. L'alimentation ne fonctionne rarement comme une addition d'éléments indépendants. Elle ressemble plutôt à un immense réseau de collaboration. Les acides gras oméga 3 méritent également d'être mentionnés. Ils jouent un rôle important dans le fonctionnement normal du cœur, de la rétine et de nombreuses membranes cellulaires. Les poissons gras représentent une source particulièrement riche de certaines formes d'oméga 3. Mais les noix, les graines de lin ou les graines de chia apportent un autre type d'oméga 3 que l'organisme peut partiellement convertir. L'équilibre global reste donc plus important qu'un aliment isolé. Les besoins changent également au cours de la vie. Chez l'enfant, la croissance exige un apport suffisant en énergie, en protéines, en calcium, en fer et dans nombreux autres nutriments. Chez la femme enceinte, certains besoins augmentent encore davantage. Chez les personnes âgées, préserver la masse musculaire devient une priorité. Chez les sportifs, la récupération et les performances peuvent nécessiter des ajustements spécifiques. Autrement dit, il n'existe pas une seule manière d'être flexitarien. Le principe reste l'identique, mais son application doit toujours tenir compte de l'individu. C'est précisément ce qui distingue la nutrition moderne des anciens modèles rigides. Nous nous éloignons progressivement des règles universelles. Nous nous rapprochons d'une alimentation plus personnalisée. Cette évolution est également visible dans un domaine de recherche en plein essor, la nutrition de précision. Les scientifiques découvrent que 2 personnes peuvent réagir différemment au même repas.
leur génétique, leur microbiote, leur niveau d'activité physique, leur sommeil, leur état de santé, leur âge, tous ces facteurs modifient la réponse de leur organisme. Cela signifie qu'aucun régime alimentaire ne peut garantir exactement les mêmes résultats pour tout le monde. Le régime flexitarien ne fait pas exception. Il offre un cadre flexible, mais il ne remplace jamais l'écoute de son propre corps ni les recommandations d'un professionnel de santé lorsque des besoins particuliers existent. Une autre force souvent sous-estimée de cette approche concerne la psychologie. Les régimes extrêmement stricts reposent souvent sur une logique du tout ou rien. Une seule entorse est vécue comme un échec. Cette frustration pousse de nombreuses personnes à abandonner complètement leurs bonnes habitudes. Le régime flexitarien fonctionne différemment. Il autorise l'imperfection. Un repas plus riche lors d'une fête ne remet pas en cause les dizaines de repas équilibrés qui l'ont précédé. Cette souplesse favorise souvent une meilleure adhésion sur plusieurs années. Or, en matière de santé, la régularité est presque toujours plus puissante que la perfection. Finalement, une question demeure. Après avoir exploré le microbiote, le cœur, les muscles, le bravin, la longévité et les besoins individuels, quel est le véritable enseignement de toutes ces découvertes scientifiques? Est-ce réellement le fait de manger moins de viande qui explique les bénéfices observés, ou est-ce la réponse beaucoup plus profonde que cela? La dernière pièce du puzzle va complètement changer la manière dont vous percevez le régime flexitarien et peut-être même la manière dont vous regarderez votre prochaine assiette. Au début de ce documentaire, une question semblait guider toute notre réflexion. Le régime flexitarien est-il la façon la plus saine de manger? Après avoir exploré le microbiote, le cœur, la glycémie, les muscles, le cerveau et la longévité, une réponse commence à émerger. Mais cette réponse est probablement différente de celle que beaucoup attendaient, car les recherches les plus récentes ne semblent pas désigner un aliment unique comme responsable d'une bonne santé. Elles racontent une histoire bien plus fascinante, une histoire où tout est connecté. Pendant longtemps, la nutrition s'est concentrée sur des éléments isolés, les protéines, les glucides, les lipides, les vitamines, les calories. Puis, les chercheurs ont commencé à regarder le corps dans son ensemble. Ils ont découvert que notre organisme fonctionne comme un immense réseau. Chaque organe influence les autres. Chaque système communique avec les suivants. L'intestin échange des informations avec le cerveau. Le foie dialogue avec les muscles. Le tissu adipeux produit des hormones. Le système immunitaire répond aux signaux envoyés par le microbiote. Le cœur dépend de la qualité des vaisseaux sanguins. Et toutes ces interactions sont influencées, jour après jour, par ce que nous mangeons. C'est précisément ici que le régime flexitarien prend tout son sens. Son principal avantage n'est peut-être pas la réduction de la viande. Son véritable atout est ailleurs. Il encourage naturellement une plus grande diversité alimentaire. Et cette diversité constitue probablement l'un des concepts les plus importants de la nutrition moderne. Imaginez votre organisme comme une immense ville. Chaque aliment apporte des ressources différentes. Les légumes verts fournissent certains micronutriments. Les fruits rouges apportent une autre famille de composés végétaux. Les légumineuses offrent des fibres et des protéines. Les noix apportent des graisses insaturées. Les graines fournissent des minéraux. Les céréales complètes délivrent une énergie progressive. Le poisson peut contribuer à l'apport de certains acides gras essentiels. Les produits laitiers apportent notamment du calcium et des protéines lorsqu'ils sont intégrés dans l'alimentation. Plus votre alimentation est variée, plus cette immense ville reçoit un ensemble complet de matériaux nécessaires à son fonctionnement. À l'inverse, une alimentation répétitive finit parfois par limiter cette richesse nutritionnelle. Il existe une autre idée qui mérite d'être soulignée. Beaucoup de personnes recherchent le régime parfait, celui qui éliminerait définitivement tous les risques. Mais la science ne fonctionne pas ainsi. Aucun mode alimentaire ne garantit une santé parfaite. Aucun ne protège contre toutes les maladies. Aucun ne remplace le sommeil, l'activité physique, la gestion du stress, les liens sociaux ou les prédispositions génétiques. La santé n'est jamais le résultat d'un seul facteur. Elle ressemble davantage à une mosaïque composée de centaines de petites habitudes. C'est pourquoi les scientifiques parlent de plus en plus de modèles alimentaires plutôt que de régimes.
Un modèle alimentaire ne repose pas sur quelques aliments exceptionnels. Il décrit la manière dont une personne mange semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et c'est probablement cette régularité qui explique une grande partie des bénéfices observés dans les études de longue durée. Le régime flexitarien possède justement une qualité rarement mise en avant. Il est relativement facile à intégrer dans la vie quotidienne. Il ne demande pas de supprimer brutalement des catégories entières d'aliments. Il ne transforme pas chaque repas en exercice de calcul. Il permet de manger avec sa famille, de partager un repas au restaurant, de célébrer des occasions particulières, sans avoir le sentiment de rompre complètement avec ses objectifs. Cette simplicité est loin d'être un détail, car un excellent régime abandonné après 2 mois produit rarement des bénéfices durables. En revanche, une alimentation équilibrée maintenue pendant 20 ans peut transformer profondément la santé. Voilà peut-être la plus grande leçon de la recherche moderne. La cohérence bat souvent l'intensité. Les petits choix répétés surpassent généralement les grandes résolutions temporaires. Ajouter une portion de légumes, découvrir une nouvelle légumineuse, remplacer progressivement certains produits ultra-transformés par des aliments plus complets, varier les couleurs dans son assiette, essayer une nouvelle céréale complète, intégrer davantage de noix de côte. Ces gestes paraissent modestes. Pourtant, lorsqu'ils deviennent des habitudes, ils modifient progressivement l'environnement dans lequel vivent vos cellules. Ils nourrissent votre microbiote, ils soutiennent votre système cardiovasculaire, ils contribuent à un meilleur équilibre métabolique, ils enrichissent votre alimentation en centaines de molécules bioactives que la science continue encore de découvrir. Et surtout, ils sont suffisamment réalistes pour être maintenus dans le temps. Au fond, le régime flexitarien nous enseigne peut-être quelque chose qui dépasse largement la santé. La santé ne dépend pas de la recherche permanente de la perfection. Elle dépend de notre capacité à construire des habitudes durables, à accepter qu'aucun repas ne décide à lui seul de notre avenir, mais qu'aucun repas n'est non plus insignifiant. Chaque choix alimentaire est une petite information envoyée à notre organisme, une conversation silencieuse entre notre assiette et nos cellules, une conversation qui se répète plusieurs fois par jour pendant toute une vie. Alors, le régime flexitarien est-il réellement la façon la plus saine de manger? La réponse la plus honnête est la suivante. Pour de nombreuses personnes, il représente une approche équilibrée, flexible et compatible avec les connaissances scientifiques actuelles. Non pas parce qu'il interdit certains aliments, mais parce qu'il encourage la qualité, la diversité et la régularité. Et ces 3 principes restent aujourd'hui encore parmi les fondements les plus solides d'une alimentation favorable à la santé. La véritable question n'est donc peut-être pas « quel est le meilleur régime ?», elle est plutôt « quel mode d'alimentation pourriez-vous adopter avec plaisir, non pas pendant quelques semaines, mais pendant les 10, 20 ou 30 prochaines années ?» Car en fin de compte, ce ne sont pas les décisions exceptionnelles qui façonnent le plus votre santé. Ce sont les habitudes silencieuses que vous répétez jour après jour. Et c'est peut-être là que réside le véritable pouvoir d'une alimentation flexitarienne.